temps est venu d'affirmer d'une manière claire l'existence constitutionnelle de la nation québécoise. Une constitution n'est qu'une constitution que si c'est la loi fondamentale d'un pays. Tant qu'on va demeurer dans le Canada, la loi fondamentale est une constitution désuète de 1867 auquel on n'a jamais consenti. Ce document-là requiert, ne serait-ce que par respect pour lui-même, pour le document en soi, une consultation qui soit large et qui soit approfondie. Le gouvernement Legault pense avoir frappé un grand coup avec la présentation de son projet de loi pour doter le Québec de sa première constitution. Elle deviendrait la loi qui aurait priorité sur toutes les autres. C'est un texte d'une 40aine de pages. On peut y lire notamment qu'aucun autre parlement ou gouvernement ne pourrait réduire l'autorité ou la légitimité de l'Assemblée nationale. L'objectif, essentiellement, c'est de permettre au Québec de renforcer son autonomie au sein du Canada. Vous venez de l'entendre, c'est loin de faire l'unanimité. On en discute avec notre trio du jeudi. Carl, Amanda, Émilie, bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Vos premières impressions, Émilie, ça vient changer quoi concrètement une constitution du Québec? Bien, une constitution du Québec, ça fait appel à nos valeurs fondamentales. Je pense que la CAQ, ça fait longtemps que c'était dans les cartons. Moi, je vous le dis, j'étais députée entre 2018 et 2022. Déjà, ça se préparait. On parlait de ça, là. Oui, on parlait de ça, tout à fait. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il arrive en tout dernier lieu, à la toute fin du mandat avec ça. Ça donne l'impression d'être plus électoraliste, de vouloir aller sur le terrain, vous savez, de la fierté, du nationalisme qui est souvent très payant électoralement. Historiquement, pour la CAQ, là, est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Je le sais pas. Parce que le fait d'arriver à la fin du mandat avec ça, ça fait en sorte que même si le ministre, lui, de son côté, en sous-œuvre, il a consulté, mais ça donne quand même l'impression qu'on n'a pas consulté la société civile. Là, le ministre Jolin Barrette nous dit « je consulterai », mais là, reste à voir comment il va consulter, parce que si ce sont des consultations, simples consultations particulières, on peut pas faire une vraie constitution en ne faisant que des consultations particulières. Ça ne tient pas la route. C'est le texte fondamental et fondateur d'une nation. Alors, on verra pour la suite. Je ne sais pas vraiment s'ils vont gagner beaucoup de points avec ça. J'aurais goût de vous dire, il va falloir voir la suite, là, parce que s'il ne rallie pas un maximum de gens de la société civile autour de lui, comme on dit, ça va faire patate. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on vient préparer, Carl, peut-être déjà justement la prochaine campagne électorale avec ça? Ouais, on essaye, en tout cas. C'est comme une équipe de football qui perd par 30 points au quatrième quart puis qui essaie de se trouver une recette miracle là, pour s'en sortir. Alors, on sort ça de son chapeau. Personne ne demande ça. Comment Québec, on appelle là, ça au football? Un Hail Mary, c'est ça. Ouais. Mais il n'y a personne qui demande ça au Québec, là. Pas les patients qui attendent de voir un médecin, pas les élèves qui sont dans des containers dans les écoles, pas les gens qui sont sur les routes puis qui voient les nids de poules partout. Il n'y a personne qui demande une constitution, puis il n'y a personne qui pense que ça va régler les problèmes de base qu'un gouvernement devrait gérer. Mais on n'est pas capable de faire ça au niveau de la Coalition Avenir Québec. On n'est pas capable de régler les problèmes en santé, en éducation, dans les infrastructures. Donc, là, on trouve ça. Et malheureusement, tout ce que ça va créer, c'est des chicanes constitutionnelles. Et en passant, Émilie a tout à fait raison, c'est une loi fondamentale, la fondation d'une nation. Mais le Québec n'est pas né d'hier, il n'est pas né en 2025, et on s'en est très bien passé jusqu'à maintenant. Je ne vois pas pourquoi on en aurait besoin, à moins, comme dit Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'on devienne un véritable pays. Ce qui n'est pas encore dans la poche, loin de là. Amanda? Oui, alors chaque parti veut contrôler la question aux urnes, la fameuse ballot box question, et je pense que la CAQ essaie justement de piéger les partis d'opposition parce que ça va être, c'est soit que vous êtes d'accord avec ça, vous êtes Québécois, vous êtes fiers Québécois, vous voulez cette constitution-là, ou vous êtes contre nous. J'ai regardé chaque comté où est-ce que, dans les projections, le vote s'évapore pour la CAQ. Donc, sur 83 sièges, il y en a environ 63 qui s'en vont au PQ. Donc, ça, c'est 76 de son vote qui s'en va au PQ. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut aller rechercher ces électeurs-là? Si on parle d'identité, on parle de nationalisme. Alors, je pense que c'est la stratégie d'aller rechercher ces voteurs-là, ce qui compte pour eux. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va être la question l'an prochain, mais la CAQ essaie de contrôler ça va être quoi, sur quoi on vote. OK, intéressant. On essaie peut-être d'orienter dès maintenant le message. Et oui, vous avez raison, si on regarde les sondages, le vote est en train de quitter la Coalition Avenir Québec en ce moment, mais une année en politique, Émilie, c'est une éternité, hein? Oh oui, c'est une éternité, croyez-moi. Oui. Là, on va parler des négociations entre le Canada et les États-Unis. On sent qu'il y a peut-être un nouveau souffle. Mark Carney, qui a rencontré Donald Trump à la Maison-Blanche, semble qu'on serait vraiment
tout près d'une entente. Le Canada pourrait faire renaître le projet d'oléoduc Keystone XL qui acheminerait du pétrole du Canada vers le sud des États-Unis. Et en échange, bien, les États-Unis laisseraient peut-être tomber une partie des tarifs, notamment sur l'aluminium. Ça serait réduit, en tout cas. On va écouter quelques réactions. I think the Prime Minister is smart to focus on something that Trump wants. His love language is, let me tell you how I can make America even greater. If you're trying to diversify away from the U.S., you would not be looking at KXL. But I think Alberta's, and will take what it can get. Mais ce serait évidemment potentiellement problématique, mais d'abord, faut-il avoir un projet qui est viable. Toutes sortes de réactions, notamment des gens très, très contents. En Alberta, vous avez entendu Mme Smith qui parle de langage de l'amour entre Donald Trump et Mark Carney. Carl, est-ce que ce serait une bonne affaire si ce qu'on entend, si c'est bel et bien ça l'entente, là, un pipeline contre peut-être une baisse de tarifs? Oui, bien, ça reste à voir quelle sera la baisse de tarifs. Là. Il reste que c'est pas la première fois qu'on entend qu'on est tout près d'une entente. On l'a entendu, je pense, une demi-douzaine de fois depuis que Mark Carney est arrivé au pouvoir. Ça ne s'est pas concrétisé. Là, il sort Keystone de son chapeau. Ça a la beauté de résoudre peut-être potentiellement deux problèmes d'un coup, hein, avec les tarifs américains aussi, mais avec l'Alberta, puis vous voyez Danielle Smith et Jason Kenney qui se réjouissent, bien sûr, parce que le projet qu'ils mettent de l'avant présentement, tout au moins Danielle Smith, c'est un projet qui s'en va vers la Colombie-Britannique, puis la Colombie-Britannique ne veut rien savoir. Et Mark Carney, lui, est pris avec cette patate chaude, doit trouver une façon de démontrer à l'Alberta que oui, on est là pour les grands projets, pour aider l'Alberta. Donc, la solution, les États-Unis, on ravive un projet qui a été abandonné, pas une fois, 2 fois au cours des 15 dernières années. Oui. Amanda, est-ce que c'est une bonne chose? On est tout prêt ou on n'est pas tout prêt? Oui, alors je suis d'accord avec Jason Kenney et plusieurs autres qu'il faut diversifier. Il faut avoir les détails. Et l'une des parties importantes de la stratégie, c'est de ne pas négocier en public. Donc, c'est pourquoi on n'a pas tant de détails. Mais je pense qu'il faut faire très attention parce que on parle d'un projet permanent pour vraiment résoudre un problème qui est peut-être court terme. Donald Trump ne sera pas là pour toujours. On n'écarte pas la possibilité qu'ils veulent avoir un autre mandat. Mais pour l'instant, il faut quand même analyser vraiment le projet avec les détails, mais il va falloir voir. Et Émilie? Ah, vous savez, cette fameuse monnaie d'échange, moi, j'ai l'impression que c'est pour ça que M. Carney semblait tout sourire à Washington, peut-être cette semaine. Donc, le pipeline en échange d'une baisse des tarifs, mais comme Carl le disait si bien, une baisse de combien? C'est juste une baisse de 5 ou 10 on est à 50 là. Donc, imaginez. Ce qui serait intéressant, c'est de les faire retirer. C'est sûr que pour l'Alberta, ça peut être extrêmement avantageux. Mais ce projet-là, j'imagine qu'il y avait des raisons pour lesquelles il n'avait jamais fonctionné avant et on serait pris avec ça pendant des dizaines d'années si toutefois Trump ne revient pas au pouvoir. Donc, c'est un pensez-y bien, mais en même temps, ça peut permettre d'enrichir le Canada via l'Alberta. Ça peut être intéressant comme monnaie d'échange, mais moi, je dis, rendu là, enlevez-les tarifs sur l'aluminium et l'acier, là, au moins, pour que ça vaille vraiment la peine, là. Pas une baisse de 5 Oui, parce qu'on n'a pas vu le fin détail de l'entente. Et là, on a entendu des gens, même à l'intérieur du Parti libéral, questionner un peu ça. On sent qu'il y a un mouvement... je dirais pas contre M. Carney, mais on se questionne sur les belles promesses environnementales qui avaient été prises durant la campagne. Et là, est-ce qu'on est en train, Carl, de laisser de côté peut-être un peu l'environnement du côté libéral? Bien, ça a commencé avec l'abandon de la taxe sur le carbone. C'est le premier geste significatif qu'a posé Mark Carney pour se distinguer de Justin Trudeau. Donc, le virage vers le brun, là, à l'opposé du vert, il est amorcé au sein du Parti libéral, mais il y a des députés qui, eux, croient dans cette cause-là et ça crée des remous et ça crée des mécontents. Et ça, c'est quelque chose que Mark Carney devra surveiller parce que la première tâche du premier ministre, bien sûr, c'est de garder son gouvernement uni. Et si ça commence à grenouiller à cause de ces choix environnementaux qui sont faits, bien, ça pourrait causer des problèmes dans une situation minoritaire. Oui, vous voyez ça comment, Amanda? On essaie d'amadouer peut-être l'Alberta, mais on crée des frictions à l'interne. Oui, alors il va falloir vraiment, comme Émilie disait, qu'il y ait une contrepartie là, significative parce que rappelons-nous qu'il ne devrait pas en avoir de tarifs du tout. On avait une entente et là, le Canada n'a rien fait pour mériter ces tarifs-là. Donc, il faut retourner à notre position qui est on ne devrait pas avoir de tarifs. Donc, si on est pour faire ça, négocier, il faut être fort. Et toute la campagne était elbows up et d'avoir une position ferme. Et on a élu un gouvernement pour faire ça. Alors, c'est important pour M. Carney et son gouvernement de vraiment tenir le coup. Et de livrer des résultats rapidement. Est-ce qu'il y a un risque politique pour le gouvernement Carney, selon vous, Émilie?
il y a un double risque. Le risque politique, il est à l'interne et auprès du public. Donc, à l'interne, la cohésion, moi, je suis pas sûre, là. Stephen Guilbeault, on a vu Mark Miller qui avait l'air haut, qui avait la falle basse, comme on dit, donc je pense pas qu'il avait l'air content. Donc, la cohésion interne, ça va être un grand défi. Et bien, c'est certain là, qu'il y a des provinces à qui ça parlera pas, là. Donc, c'est pas acquis. Et je pense qu'il y a quand même des risques politiques à quitter complètement la cause de l'environnement et faire comme Donald Trump aux États-Unis, comme si ça n'existait plus le changement climatique. Là, parce qu'au Canada, il y a quand même toujours eu un certain consensus à l'effet qu'il faut en faire. Il faut poser des actions pour le changement climatique. Alors, c'est tout un exercice là, d'équilibriste là, pour Mark Carney. Il va devoir se maintenir sur le fil de fer tout le long. Et on nous dit peut-être des développements dans les prochains jours, mais on a déjà dit ça aussi et c'est pas arrivé. On verra bien. Voilà. Au retour, on va parler du français, justement, de M. Carney. Il ne l'utilise pas très souvent, notamment dans ses discours. On revient là-dessus. Nos collègues Fanny Olivier et Marie Chabot-Johnson, qui sont sur la colline du Parlement, ont écouté et chronométré chacune des prises de parole de Mark Carney depuis son élection jusqu'à la reprise des travaux à la Chambre des communes. Voici ce que ça donne. Il a prononcé 59 discours et allocutions, 402 minutes où il a parlé, c'était en anglais, 83 minutes en français. On sort la calculatrice, 17 de français, 83 d'anglais. Et ça, c'est beaucoup moins de français que Justin Trudeau, que même Stephen Harper. Ça a donné droit à ce petit échange à la Chambre des communes qui est arrivé après la publication du reportage. Regardez bien. Est-ce qu'il va forcer les investisseurs d'aller aux États-Unis ou juste les encourager d'investir ici au Canada? Mr. Speaker, today is a momentous day, and I'm sure all parliamentarians would join me. Oui, mais j'ai posé une question en français par rapport aux emplois des Canadiens, Monsieur le Président, et que le Premier ministre m'offre un peu de respect pour le Québec et pour les francophones qui ont craint de perdre leurs emplois. Alors, question en français, réponse en anglais de M. Carney après même la publication du reportage. Je vais vous entendre là-dessus. Amanda, est-ce que c'est un gros problème selon vous? Est-ce que M. Carney devrait montrer un peu plus l'exemple? Oui, alors c'est certain que c'est le tout début et il y a définitivement eu du progrès depuis qu'on écoutait les débats dans la course à la chefferie. C'était pas un français super et c'était vraiment parce que c'était forcé. Je pense que c'est une question de confort en ce moment parce qu'on parle quand même d'enjeux et de terminologie, de vocabulaire important avec Donald Trump, les tarifs, le message pour les Canadiens. C'est vrai que l'interprétation, on ne faut jamais se fier trop là-dessus, mais je pense que mon expérience dans mes 8 ans élus au municipal, au provincial et en travaillant au fédéral, c'est plus... Il va falloir voir les actions parce qu'il y a des gens, des élus, des leaders qui parlent français, mais qui sont loin des alliés des francophones et ça donne comme l'impression qu'ils portent plus attention à ça, tandis que j'ai rencontré plusieurs anglophones de mes collègues unilingues qui étaient les meilleurs alliés. Donc, pour moi, c'était vraiment une question d'action. Et on le compare à M. Trudeau qui, oui, c'est naturel pour lui, c'est un Québécois, il parle français, Jean Chrétien, Paul Martin, certainement, mais c'est Justin Trudeau qui a nommé la gouverneure générale unilingue, pas unilingue, qui ne parle pas français, mais la lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, la seule province officiellement bilingue au Canada, unilingue anglophone. Donc, les actions doivent vraiment représenter mieux les actions plus que les paroles. Émilie, est-ce que c'est important, ça? On devrait avoir un premier ministre qui parle un peu plus français? Oui, bien, il s'améliore, là, à sa défense quand même, là, comme Amanda l'a souligné, il s'améliore. Maintenant, c'est l'ensemble de l'institution. Le français, là, est mis à mal dans l'ensemble de l'institution fédérale. Souvenez-vous du commissaire aux langues officielles qui avait lancé un cri du cœur l'an dernier disant que toutes les institutions fédérales, il y avait un problème à donner un service dans les 2 langues officielles. Bien sûr, c'est toujours en français, là où il y a un problème, là. On s'entend, là. Donc, je pense que le premier ministre, il a un devoir d'exemplarité. Il pourrait faire mieux. Moi, je pense que son équipe de communication pourrait définitivement faire mieux. Soit c'est lui qui est à convaincre, soit l'équipe peut faire mieux. Mais dans l'ensemble, le bilan peut s'améliorer. Naturellement, on ne s'attendra jamais à ce qu'il parle plus français qu'anglais lorsqu'il va à l'international ou qu'il est dans un milieu anglophone. Mais faire plus que 17 % c'est quand même pas difficile. Moi, je pense qu'ils peuvent s'améliorer parce que sinon, à la longue, je pense que ça va finir par irriter le Québec et les francophones partout au pays.
Intéressant. Là, vous touchez un point là où je voulais aller. Carl, vous avez travaillé avec un chef, Jack Layton, anglophone, mais qui maîtrisait quand même le français. Vous fonctionniez comment pour le... Est-ce qu'on avait besoin de l'inciter à utiliser un peu plus le français? Comment vous... De 35 à 50 dans les discours prononcés à l'extérieur du Québec, il y avait du français. Et ça, c'était prévu comme ça? C'était prévu. Ça passait dans mes mains avant de se rendre à lui. Alors, c'était réglé. Il y a un cercle vicieux qui s'installe pour Mark Carney. Il est faible en français, donc on ne met pas beaucoup de français dans ses discours. On ne met pas beaucoup de français dans ses discours, donc ça ne s'améliore pas rapidement. Et c'est un problème, à mon avis. Il faut le dire, Mark Carney a le français, le pire français depuis, parmi les premiers ministres, depuis Lester Pearson. Ça fait quand même plus de 60 ans. Alors, il y a un petit recul à ce niveau-là et ça ne semble pas si important, même pour les électeurs francophones qui ont passé l'éponge sur plusieurs gaffes en français de Mark Carney à l'époque. Et on sent un recul, d'ailleurs, au NPD, les candidats de la direction. Pas sûr qu'on est très, très bilingue à ce niveau-là non plus. Alors, ça serait un recul si les chefs de partis fédéraux n'ont plus besoin de s'exprimer si bien en français pour parler au quart de la population du pays. Mais là, donc, à court terme, les électeurs font preuve encore de patience. Là, oui, parce que de toute façon, vous allez chercher les clips en français qu'ils veulent bien vous donner. Mais lors des entrevues de fond, c'est un problème. Et si ça continue comme ça et qu'on lui souligne, comme le fait Pierre Poilievre aujourd'hui, bien, ça va finir par lui faire mal, certainement. Et là, on compte sur nos collègues pour continuer de chronométrer, mesurer, calculer le français utilisé par Mark Carney. On verra justement s'il y a progression d'ici au temps des fêtes. Carl, Amanda, Émilie, merci infiniment. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Merci. Au revoir.